Alors, vous êtes très nombreux, vous qui nous captez sur Web Info Télévision. Vous faites très bien parce que vous vous accrochez au meilleur abreuvoir en information politique bien décryptée et surtout bien analysée, surtout scrutée avec des analyses approfondies. Que vous faites très bien de vous accrocher sur Web Info Télévision. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle production, ou disons de cette nouvelle édition de Web Décryptage, nous vous plongeons dans une actualité qui fait couler l'encre et les salives sur, disons, dans l'arène politique congolaise, puisque lundi dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a participé au sommet des dirigeants, bien évidemment, des pays de l'Union européenne et des pays de l'Union africaine. Vous savez, cette cérémonie annuelle qui réunit les dirigeants aussi bien de l'Union européenne que ceux de l'Union africaine s'est tenue à Luanda le lundi dernier et a réuni beaucoup de chefs d'État. Et donc, à l'occasion de cette cérémonie-là, à l'occasion de cet événement-là, le président Félix Tshisekedi a clarifié encore une fois de plus sa position quant à ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, en épinglant surtout sur les avancées et disons et tout ce qui stagne dans l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 récemment à Doha, mais également l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Donc le président Félix Tshisekedi piloter la délégation congolaise présente à ces assises-là entre chefs d'État de l'Union européenne et des chefs d'État de l'Union africaine. Et sur place, Félix Tshisekedi a fait des déclarations allant dans le sens que rien n'est impossible, aucun avancement n'est impossible, disons aucun avancement n'est possible et aucun partenariat n'est aussi possible entre l'Union africaine et l'Union européenne si la situation sécuritaire en République démocratique du Congo n'est pas encore stabilisée. Alors là, il faisait sans doute allusion à la guerre qui oppose la République démocratique, disons Kinshasa, aux rebelles du M23, mais également le conflit froid qui existe entre Kinshasa et Kigali. Donc le président de la République pense ou a fait penser aux différentes délégations arrivées dans le cadre de cette cérémonie-là que rien n'est possible, aucun avancement n'est possible en termes diplomatiques ou en termes de partenariat Union européenne, Union africaine si la situation sécuritaire en République démocratique du Congo n'est pas toujours stabilisée. Donc vous savez très bien que actuellement la RDC ou disons Kinshasa et les rebelles du M23 mène des négociations depuis Doha et prochainement il y aura des assises entre le président Tshisekedi et le président Kagame, Paul Kagame de la République du Rwanda au niveau de Washington. Donc le président de la République s'est inscrit en quelque sorte dans le continuum. Tshisekedi s'est inscrit dans le continuum. Il est resté dans la ligne droite absolument de sa rhétorique politique puisque Tshisekedi se sert de ce genre de salons diplomatiques pour faire passer les messages et faire passer en quelque sorte la doléance du gouvernement congolais. Donc Tshisekedi, dans son allocution, il a dit ceci, ce sommet est un moment de bilan pour examiner avec lucidité ce que notre partenariat a réellement changé dans la vie de nos peuples. Un moment de vérité pour reconnaître ce qui doit être corrigé, repensé, parfois refondé. Un moment de projection pour tracer ensemble le contour d'un partenariat plus robuste, plus équilibré et résolument tourné vers l'avenir. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop des régions de notre continent. La paix, la sécurité y sont devenues une urgence vitale. Tant que les populations entières resteront exposées aux massacres, aux violences sexuelles, aux déplacements forcés, à l'insécurité permanente, nous ne pourrons ni parler sereinement de prospérité, ni parler de mobilité humaine maîtrisée. Aucun agenda économique, aucun projet migratoire ne peut être durable s'il ignore les drames humains qui en constituent les terreaux.
ce sommet doit être celui où notre partenariat, déjà vieux d'un quart de siècle, assume pleinement sa maturité en plaçant la paix, la dignité humaine, la prospérité partagée au cœur de notre projet commun. Donc voilà en quelque sorte ce que aura constitué, disons, c'est en quoi aura consacré le discours de Félix Tshisekedi devant ses pairs venus aussi bien de l'Europe que de l'Afrique. Donc pour Tshisekedi, il y a une phrase qui est très intéressante, très chers abonnés, vous qui nous suivez à pareil instant. Aucun agenda économique, aucun projet migratoire ne peut être durable s'il ignore les drames humains qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, si vous le constatez avec moi très bien, c'est que Tshisekedi est resté en quelque sorte dans la ligne droite des discours qu'il mène depuis maintenant 2 mois dans tous les salons diplomatiques. Donc, il se sert de ces cadres pour essayer un peu d'exprimer son desiderata vis-à-vis de la situation sécuritaire qui se passe en République démocratique du Congo. Mais cette situation sécuritaire concerne aussi bien les Congolais que les Rwandais, puisque le Rwanda est accusé jusqu'à maintenant par Kinshasa d'être les promoteurs de rebelles du M23 qui, on les rappelle une fois de plus, sont en train d'administrer depuis janvier 2025 la ville de Goma et la ville de Bukavu, mais également une grosse partie du Kivu. Donc cette situation, disons ces discours, a aussi fait des échos à Kigali et a particulièrement concerné un des officiels rwandais, c'est-à-dire le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui est, vous savez, qui est très actualisé sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et qui n'a pas tardé à réagir via, n'est-ce pas, la radio française, la France, disons la radio française, la RFI, et donc invité sur le plateau de la RFI, Olivier Nduhungirehe a tenu à apporter un éclaircissement par rapport à l'avancement, bien évidemment, de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais également aux différentes tractations qui se font aussi bien à Doha que à Washington. Suivons-les dans cet élément, puis on revient après. Congolaise et vous-même, mais depuis les combats ont continué et ce que tout le monde attend, c'est une rencontre à Washington entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Elle aura lieu dans quelques jours, mais ce n'est pas cette rencontre qui doit mettre en œuvre la paix, puisque la paix et le cessez-le-feu ont déjà été signés. Mais le problème, c'est qu'il y a des bombardements quotidiens de la part des avions de chasse et des drones d'attaque de l'armée congolaise, non seulement contre des positions de l'AFC-M23, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu, mais aussi, ce qui est plus grave, contre les villages Banyamulenge, ces Tutsis congolais du Sud Kivu, dans un contexte de montée des discours de haine. Alors, ce que disent les autorités congolaises, notamment par la voix de Patrick Mouyaya, c'était sur RFI il y a quelques jours, c'est qu'il n'y aura de véritable paix que quand vous aurez renoncé à vos mesures de défense sur le territoire congolais. Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, Patrick Mouyaya devrait lire l'accord de paix de Washington. Il n'y aura de paix que si les FDLR, les génocidaires FDLR, qui sont soutenus, financés par Kinshasa, et qui sont même intégrés dans l'armée, sont neutralisés, comme l'exige le CONOPS, le concept des opérations, qui a été signé dans le cadre de l'accord de paix de Washington. Et c'est la neutralisation de ces génocidaires FDLR soutenus par Kinshasa qui ouvrira la voie à la levée des mesures en de défense. Les autorités congolaises. Alors, vous avez senti que d'une part, le président Tshisekedi qui a dit qu'aucun partenariat de quelque genre que ce soit, qu'il s'agisse de partenariats économiques, culturels entre l'Union européenne et l'Union africaine, n'est possible si le préalable, c'est-à-dire la restauration de la paix à l'Est, n'est pas effective. Et donc, d'autre part, vous avez senti que les ministres rwandais des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, a dit clairement que les préalables étaient ailleurs, c'est-à-dire la neutralisation de ceux qu'il qualifie de génocidaires, c'est-à-dire de FDLR, une force négative qui est toujours présente à l'est de la République démocratique du Congo, à l'en croire. Donc là, nous sommes en quelque sorte dans une sorte de guerre de préalable entre les deux parties. Autant Kinshasa pense que la première étape à faire serait de
comment dire, le retrait même de mesures défensives du Rwanda, autant le Rwanda pense que ce qui doit précéder l'autre, c'est la neutralisation de génocidaires, entre guillemets, selon la rhétorique des officiels rwandais, de FDLR qui serait toujours, à les en croire, qui serait toujours en train de mener, disons, voilà, qui serait toujours en train d'exercer à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est de cette guerre de préalable-là, de ces conflits de préalable-là, dont on parle dans ces numéros de WAB décryptage, puisque c'est très, très important. Et vous allez nous dire un peu en commentaire ce que vous pensez de ces, voilà, de ces conflits de rhétorique entre Kinshasa d'une part et Kigali de l'autre part. Mais il y a un acteur X qui doit être voilà, aussi consulté, parce que les M23 jusqu'à maintenant administrent une bonne partie du Kivu, notamment les deux grandes villes du nord et du sud Kivu, c'est-à-dire le chef-lieu Goma et Bukavu. Donc les M23 se constituent en facteur X dans ces conflits interétatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le M23 qui décline tout ce qui le concerne sans pour autant qu'il soit consulté. C'est le cas notamment de toutes les tractations, disons, de toutes les conclusions qui ont été ici, qui sont ici de la fameuse conférence de Paris, qui a débouché, on le rappelle, on va en parler sous peu, sur la probable réouverture de l'aéroport de Goma. Ça aussi c'est très important, c'est un sujet sur lequel on va sans doute revenir. Donc pour ceux qui ne se sont pas actualisés sur la fameuse conférence de Paris sur la région des Grands Lacs, ils doivent savoir que à Paris, il a été tablé il y a encore quelques semaines que la réouverture de l'aéroport de Goma doit être effective au plus tard à la fin de l'année. Donc, en ce qui concerne d'ailleurs le président Emmanuel Macron lui-même était en train de pousser personnellement pour que l'aéroport de Goma puisse être réouvert afin de servir de corridor humanitaire pour des populations qui souffrent depuis l'entrée disons depuis le déclenchement de la guerre entre Kinshasa et les M23. Donc, le président français était en train de pousser personnellement, était en train d'exiger à la limite les M23 de réouvrir l'aéroport de Goma. Encore qu'il faut maintenant s'interroger si il appartient au M23 de réouvrir l'aéroport de Goma ou à Kinshasa de les réouvrir. Mais dans ces cadres-là, Kinshasa a réagi à travers le président Félix Tshisekedi qui, dans un message datant quasiment de fin octobre, avait déclaré que l'aéroport de Goma allait être réouvert. Alors, ça avait fait beaucoup de polémiques puisque les M23 avaient directement réfuter cette version des faits, mais à travers Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, Kinshasa avait déclaré que l'aéroport de Goma allait être réouvert d'ici la fin de l'année 2025. Voilà, là nous sommes déjà presque à quelques 40 jours au plus, 40 ou 35 jours de la fin de l'année, mais il n'y a aucune avancée par rapport à cette promesse de Kinshasa de réouvrir l'aéroport de Goma d'ici la fin d'année 2025. Donc là, on est déjà quasiment à la fin du mois de novembre. On va d'ici là aborder le mois de décembre, mais il n'y a aucun signal qui peut indiquer aujourd'hui que l'aéroport de Goma sera réouvert tel que l'a promis le président Félix Tshisekedi via son ministre, son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, depuis fin octobre, quand il déclarait que l'aéroport de Goma allait être réouvert. Et d'ailleurs, même à la mi-novembre, les mêmes porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a confirmé cette version-là, selon laquelle l'aéroport de Goma allait être ouvert. Mais tous ceux qui sont sur le terrain constatent un statu quo et constatent aucun avancement dans les cadres de la réouverture de l'aéroport de Goma pour constituer, n'est-ce pas, le corridor humanitaire pouvant faire
n'est-ce pas, faire acheminer de biens de première nécessité pour des nécessiteux qui se trouvent dans des camps avoisinant la ville de Goma et d'autres se trouvant dans les camps des déplacés, ou disons d'autres déplacés retournés dans les Massissi, dans les Rutshuru et dans les Lubero qui ont subi en quelque sorte les affres de la guerre entre Kinshasa et les M23. Donc, un petit rappel, nous allons devoir vous replonger dans l'ambiance, n'est-ce pas, de la conférence de Paris quand le président Félix Tshisekedi était en train, n'est-ce pas, d'émettre l'avis de voir l'aéroport de Goma être réouvert avec, n'est-ce pas, pour permettre aux nécessiteux qui se trouvent dans des situations de précarité humanitaire de trouver ce de quoi se nourrir, ce de quoi également se vêtir et ce de quoi se soigner. Vous savez, la guerre a vraiment écumé la partie orientale de la République démocratique du Congo au point que beaucoup de gens en ont souffert et beaucoup de gens jusqu'à maintenant continuent d'en pâtir. Donc, il y a des nécessités qui ont besoin à la fois de nourriture, qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin également de tout ce qui a trait à la vie, des besoins vitaux, mais qui ne parviennent pas, n'est-ce pas, à y avoir accès parce que l'aéroport de Goma est fermé jusqu'à maintenant, mais c'est également l'aéroport vous savez tous que la province du Nord Kivu compte très peu d'aéroports et donc les nécessités jusqu'à maintenant qui restent coincées dans le Massissi, dans les Rutshuru, n'ont toujours pas accès à ces biens de première nécessité. Donc voilà en quelque sorte le vœu du président Félix Tshisekedi était de voir l'aéroport de Goma être réouvert, mais jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont sur terrain, peut-être que les abonnés qui sont en train de nous suivre, dont les habitations avoisinent l'aéroport de Goma, peuvent nous témoigner quelque chose de différent, mais en ce qui concerne WAB Info Télévision, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune avancée en ce qui concerne la réouverture de l'aéroport de Goma. Donc c'était ça le préalable fixé par le président Tshisekedi qui pense que à la base et la première étape à faire pour décrisper la situation ou pour en quelque sorte avancer dans les accords qui doivent être signés entre les gouvernements congolais et l'AFC M23. Vous savez, il y a déjà un accord de principe qui a été signé, mais l'accord définitif ou disons l'accord de paix doit être signé et est encore attendu entre les deux parties. Donc pour Tshisekedi, le préalable avant que tout accord de paix soit signé, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma et donc la réouverture, disons l'ouverture d'un corridor humanitaire pouvant permettre, n'est-ce pas, l'acheminement des biens de première nécessité, des biens vitaux aux populations qui en ont tellement souffert. Alors nous allons devoir vous plonger dans cette ambiance-là pour en quelque sorte vous familiariser avec les discours, la fameuse doléance du président Tshisekedi à la conférence de Paris lorsque il était en train de exiger la réouverture de l'aéroport de Goma à des fins purement humanitaires. Suivez. Je voudrais, au nom du peuple congolais, saluer la tenue de cette conférence ici à Paris, aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Votre présence est un acte politique, mais aussi et surtout un acte moral. Elle signifie que la souffrance humaine qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas ignorée. Elle signifie que la paix et la dignité des peuples des Grands Lacs engagent la communauté internationale tout entière. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à une triple urgence. L'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et plus encore l'urgence de la paix. Mais notre responsabilité va au-delà de la gestion de l'immédiat. Il s'agit de jeter les bases d'une stabilité durable fondée sur 3 piliers indissociables. La protection des populations civiles, la recherche d'une paix juste et l'intégration économique régionale comme moteur d'une prospérité partagée à la condition, bien sûr, qu'elle s'exerce dans un environnement apaisé, sans heurts et sans affrontements.
Mesdames et messieurs, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo saigne d'une plaie qui n'a jamais été refermée. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tragédie qui a déplacé des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, détruit des vies, brisé des familles, affaibli le tissu social et compromis l'avenir de toute une génération. La République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie des pays les plus durement frappés par les déplacements internes, avec des millions de personnes contraintes de fuir les violences, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Alors voilà, vous l'avez compris très bien, ce que nous étions en train de dire par rapport à la doléance actuelle du président de la République. Donc, en quelque sorte, la RDC, le gouvernement congolais a recentré maintenant son action sur l'urgence humanitaire. Donc, ce n'est plus la fameuse réaction vigoureuse comme Tshisekedi le présentait par le passé, comme le président Tshisekedi le présentait par le passé. Mais aujourd'hui, l'urgence n'est plus la réaction militaire, mais la réaction humanitaire face aux nécessiteux qui, jusqu'à maintenant, sont coincés dans des situations de précarité à la fois alimentaire et sanitaire très terribles. Voilà pourquoi la réouverture de l'aéroport de Goma reste aujourd'hui l'une des urgences exprimées par Kinshasa et l'une des urgences même du président de la République qui s'est dit être au service de la sécurité de son peuple, c'est-à-dire les déplacés qui ont été retournés dans leur camp sans avoir de quoi se nourrir, se vêtir ou même se soigner. Alors, ce n'est pas du tout l'urgence côté M23 puisque il y a encore quelques minutes, dans une conférence de presse, disons dans un point de presse organisé par la rébellion du M23, ici à Goma, dans les locaux de la baie de Gel, les officiels du M23 viennent de déclarer que la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas du tout une urgence humanitaire. Donc c'est ça le point de vue du M23 qui vient à l'instant même de signifier que la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas une urgence humanitaire, que donc le M23 ne s'entend pas à réouvrir de sitôt l'aéroport de Goma. Alors, on va y revenir avec beaucoup plus d'explications pour essayer un peu de cerner le pourquoi du comment de cette communication-là du M23 qui vient faire suite à la communication du président de la République, disons du gouvernement congolais, qui disait que l'aéroport de Goma allait être réouvert au plus tard la fin de l'année 2025. Mais on est déjà presque à la fin de l'année 2025 et le M23 vient de sonner les coups de glas en disant que ce n'est pas du tout une urgence, disons, humanitaire de rouvrir l'aéroport de Goma. C'est le cas également du Rwanda à travers son officiel Olivier Nduhungirehe, toujours le ministre des Affaires étrangères et chef de la diplomatie rwandaise, qui a récemment déclaré, qui est allé récemment dans le même sens en déclarant que ce n'est pas du tout le préalable le plus prégnant, c'est-à-dire la réouverture de l'aéroport de Goma. Et donc, pour le Rwanda, ce n'est pas du tout l'urgence actuellement de réouvrir l'aéroport de Goma. On va le suivre dans cette petite vidéo pour comprendre en quelque sorte la position du Rwanda via son ministre des Affaires étrangères. Il faut comprendre une chose. L'aéroport de Goma est entre les mains des autorités de fait, qui sont l'AFC M23. Donc croire que on va ouvrir un aéroport artificiellement sans impliquer les autorités qui détiennent physiquement cet aéroport, c'est quand même un non-sens. Et puis deuxièmement, avant de parler de la situation humanitaire, ou bien de l'accès humanitaire, il faut aussi parler de la situation sécuritaire. À l'heure où on parle, comme je l'ai déjà dit, il y a des bombardements quotidiens avec des avions de chasse et des drones d'attaque contre les positions des autorités de fait dont on demande la réouverture de l'aéroport. Mais la communauté internationale doit d'abord, bien sûr, parler, s'assurer qu'il y ait le respect absolu du cessez-le-feu et surtout l'arrêt de ces bombardements aériens, ce qui va faciliter, bien sûr, l'ouverture de corridors humanitaires. Alors, vous l'avez compris, très chers abonnés, l'attention est très importante dans ces numéros puisque ça nous permet à la fois
de comprendre la position de Kinshasa, qui a évolué bien évidemment, qui aujourd'hui consiste maintenant à réouvrir l'aéroport de Goma à des fins humanitaires. La position de la France, du président Macron et de la France, qui consiste également, tout comme celle du gouvernement congolais, c'est-à-dire de réouvrir l'aéroport de Goma à des fins humanitaires, c'est-à-dire créer une espèce de corridor humanitaire pouvant permettre l'acheminement de nourriture, de médicaments et de tous les biens de première nécessité à des populations déplacées qui vivent aujourd'hui dans des situations de précarité humanitaire très avancées. Mais également la position du Rwanda qui correspond exactement à la position du M23, c'est-à-dire qui consiste à dire que la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas du tout une urgence pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que d'une part, le Rwanda insinue que Kinshasa pourrait se servir de la réouverture de l'aéroport de Goma pour peut-être déstabiliser encore davantage le Rwanda, et d'autre part les M23 qui se disent ne pas être concernés par les conclusions de la conférence de Paris à laquelle d'ailleurs le M23 n'a jamais été convié. Donc le M23 se disant être actuellement les autorités des fêtes qui administrent, n'est-ce pas, Goma et Bukavu et une bonne partie du Kivu, se disent n'avoir pas été consultés lors de la conférence de Paris et donc n'être pas engagés par les conclusions de la conférence de Paris. Donc voilà en quelque sorte les positions des uns et des autres qui confirment encore une fois aujourd'hui qu'on en est encore très loin, alors très loin peut-être de la décrispation du climat politico-militaire actuellement en République, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors la conférence de Paris, au-delà du fait qu'elle a quand même promis de décaisser un montant avoisinant les 2 milliards d'euros pour venir en aide aux sinistrés, pas qu'aux sinistrés, mais également aux déplacés retournés qui vivent aujourd'hui dans des conditions précaires dans les Massissi, dans les Rutshuru et certains même dans les régions avoisinant la ville de Goma, au-delà d'avoir promis ces énormes moyens, se heurte aujourd'hui à une difficulté principale. C'est la difficulté dont on était en train de parler tantôt, c'est-à-dire la difficulté d'acheminement de cette aide-là qui aujourd'hui s'évalue en termes de milliards à ces populations-là qui en a besoin. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore comment cette aide-là pourrait être acheminée ou pourrait arriver aux populations nécessiteuses. Là que se situe le problème. Pourquoi? Parce que le M23 se dit ne pas être concerné par la réouverture de l'aéroport de Goma. Parce que on vient de vous donner, on vient de vous communiquer une annonce que vient de faire le M23 tout de suite en disant que la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas du tout urgente, mais également parce que le Rwanda trouve qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, décider unilatéralement de réouvrir l'aéroport de Goma sans pour autant consulter le M23 ou sans pour autant en finir avec le bombardement que mène Kinshasa jusqu'à maintenant dans des parties du Sud Kivu. Donc c'est en quelque sorte les statu quo sur lesquels on en est aujourd'hui et donc qui fait que il n'y ait pas assez d'avancement. Toujours dans la même rhétorique, dans la même guerre de préalable entre Kinshasa et Kigali. D'une part, il y a récemment, voilà, le ministre Patrick Muyaya qui avait dit que du fait des accords de Washington signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ou disons du fait également des accords de Doha signés entre Kinshasa et Kigali, les mesures défensives du Rwanda allaient être finalement enlevées, ou disons levées des territoires congolais. Alors vous savez, il y avait en ce moment-là disons un débat autour de ce qui allait précéder l'autre, l'étape qui allait précéder l'autre pour aller à quelque sorte dans la matérialisation de l'accord, des accords à la fois des avancées de Washington et des avancées de Doha. Et pour Kinshasa, à travers notamment le ministre Patrick Muyaya, la première étape à faire allait être de lever les mesures défensives du Rwanda se trouvant sur les territoires congolais. Mais le
porte-parole, là aussi, disons, le chef de la diplomatie rwandaise, toujours Olivier Nduhungirehe, hier dans son interview sur la Radio France Internationale, a apporté un démenti quant à ce, en disant que la première étape, les premiers efforts allaient être faits par Kinshasa, c'est-à-dire allant dans le sens de désarmer, n'est-ce pas, le génocidaire, selon ses propres termes, de FDLR. Donc vous sentez que d'une part Kinshasa pense que c'est lui qui doit faire le premier effort, c'est les Rwandais en retirant ces mesures défensives, toujours en territoire congolais, mais d'autre part le Rwanda pense que les premiers efforts doivent être faits par Kinshasa en désarmant ou disons en lançant l'opération de neutralisation de M23. Voilà en quelque sorte la guerre des préalables qu'il y a là jusqu'à maintenant et qui fait que les avancées, on en constate très peu sur les terrains que dans des salons diplomatiques, parce que autant à Doha, on a signé des accords cadres, d'ailleurs des accords qui ont demandé, exigé aux deux parties de cesser avec le feu. Autant également à Washington, le cessez-le-feu a été signé, mais sur les terrains, il y a toujours des affrontements. Je pense que dans nos précédentes productions, vous avez en quelque sorte appris que dans les Walikale, un peu dans les sites Kivu, il y a toujours des escarmouches et jusqu'à maintenant, aucun cessez-le-feu n'est effectif sur les terrains, selon que on l'apprend dans des salons diplomatiques. Donc là, l'enjeu actuellement, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma. J'ai essayé un peu de vous résumer les cadres à partir duquel cette décision a été prise, malheureusement sans consulter ou disons sans associer le M23, mais il y a un blocage terrible parce qu'il n'y a pas d'avancée. Peut-être que nos abonnés qui nous suivent et qui dont les habitations avoisinent l'aéroport de Goma peuvent nous dire le contraire, mais selon les dernières nouvelles de WAB Info Télévision, il n'y a aucun avancement, aucune avancée, aucun pas de plus dans la réouverture de l'aéroport de Goma, puisque le M23 pense que ce n'est pas du tout une urgence humanitaire et puisque le Rwanda aussi pense que on ne peut pas en arriver à cette réouverture sans pour autant consulter le M23 et sans pour autant en finir avec le bombardement dont sont victimes aujourd'hui jusqu'à maintenant des populations en majorité rwandophone selon disons la rhétorique du ministre rwandais des Affaires étrangères, et que donc c'est très difficile jusqu'à maintenant d'établir qu'il y a un avancement en ce qui concerne la réouverture de l'aéroport de Goma qui, on les rappelle, pour Kinshasa, allait intervenir, n'est-ce pas, à la fin de l'année 2025. Là, on est quelques jours de la fin de l'année et il n'y a aucun avancement, aucune avancée quant à ce. Mais la réouverture de l'aéroport de Goma, ce n'est pas une messe à boire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider simplement d'un claquement de doigts. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit simplement décider sans pour autant associer différents partenaires, puisque autour des enjeux de l'aéroport de Goma se trouvent plusieurs partenaires. Il y a à la fois, puisque la RDC et les M23 sont devenus partenaires du fait de la signature de l'accord cadre de Doha signé pour en quelque sorte conclure un cessez-le-feu, du fait également des accords de Washington. La RDC et les Rwandais sont devenus aujourd'hui partenaires, qu'ils les veuillent ou non, parce que il y a des accords qui les lient. Alors il y a trois partenaires principaux qu'il faille se mettre d'accord avant d'en arriver à la réouverture de l'aéroport de Goma, c'est-à-dire le M23 d'une part, le Rwanda d'autre part, qui est malgré tout, certes, qui est aussi parti à ces accords-là, mais également Kinshasa. Donc, vous sentez que Kinshasa est partant pour que l'aéroport de Goma soit réouvert, mais le Rwanda et les M23, d'autres partenaires ou d'autres parties qui doivent notamment concourir à ce que cette réouverture soit effective, ne sont pas toujours d'accord. Il y a beaucoup de préalables puisque l'aéroport de Goma, avant la prise, n'est-ce pas, de la ville, avait été complètement saccagé et même le FRDC qui était en cette
époque-là en cavale avait détruit plusieurs matériaux, peut-être que pour que cet aéroport-là ne soit pas utilisable par les M23. Donc il y a notamment le problème de la tour de contrôle qui jusqu'à maintenant n'est pas opérationnel, et on se demande même comment un vol humanitaire sécurisé peut se faire sans tour de contrôle. Donc ça nécessite là aussi des entretiens d'envergure, vraiment d'envergure considérable pour que la tour de contrôle soit remise à niveau. Vous savez, la tour de contrôle, c'est quasiment l'enjeu le plus important dans un aéroport pour assurer les vols et pour assurer les atterrissages sécurisés. Donc, à la prise de Goma, l'aéroport avait été saccagé, beaucoup de biens de l'aéroport avaient été saccagés, donc c'est très difficile. Il y a aussi la question de personnel à remettre en place pour que les vols soient sécurisés. Donc il y a tous ces préalables là qui font aujourd'hui, très chers abonnés, que l'aéroport de Goma, que la réouverture de l'aéroport de Goma soit fictive en cette fin d'année, et que donc on peut conclure que la position de Kinshasa ne sera pas suivie et ne rencontrera pas du tout à la fois l'attention des M23 qui disent que ce n'est pas du tout une urgence de réouvrir l'aéroport de Goma, mais également du Rwanda qui n'est pas du tout jusque-là partant pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Donc comprenez à travers ces petits voyages qu'on vient de faire, pour ces petits voyages de compréhension des enjeux, que à l'heure actuelle, il est très difficile d'envisager une quelconque réouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons qu'on vient de vous donner. Alors, très chers abonnés, vous avez été très nombreux une fois de plus à vous édifier à travers cette production WAB Décryptage, toujours sur WAB Info Télévision. Vous le savez très bien, WAB Info Télévision reste le meilleur abreuvoir en termes d'informations à la fois politiques, culturelles, sportives, de tous les domaines absolument, des informations vérifiées, très bien décryptées, des informations très bien traitées et analysées. Donc vous avez fait très bien. Continuez d'aimer nos différentes productions, continuez également de les partager à ceux qui ne nous suivent pas à temps utile, mais également n'hésitez pas à continuer d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos productions qui vous arrivent tous les jours et qui sont d'une qualité supérieure. Alors Thomas Zawadi était à la production de ces numéros de WAB Décryptage qui a été consacré à la réouverture de l'aéroport de Goma, mais également à tout ce qui concerne l'ouverture du corridor humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. On va sans doute vous revenir avec beaucoup plus de détails après que Kinshasa ait réagi également quant à ce, mais également après que Kigali ait clarifié sa position, mais également après que les M23 ont, n'est-ce pas, peut-être évolué dans leur prise de position, dans leur tendance. Pour l'instant, portez-vous bien et surtout, bon début de week-end sur WAB Info Télévision ou bon mercredi. Nous ne sommes pas encore le week-end, donc bon mercredi pour tous ceux qui nous suivent à pareil instant, et surtout n'hésitez pas à continuer à vous abonner sur WAB Info Télévision. Ciao.